Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique, notre rendez-vous hebdomadaire, 40 minutes en tête-à-tête avec ces élus du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Puissat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sénatrice de l'Isère, conseillère départementale également de la Matésine et du Trièves. Ne l'oublions pas. Membre des Républicains, maire également de Château-Bernard, qui est une petite commune. Vous avez été longtemps maire, une quinzaine d'années, d'une petite commune donc du Trièves et de la Matésine. Et puis également, parmi vos fonctions passées, première vice-présidente du département de l'Isère. Membre des Républicains, ça vous l'êtes toujours. Vous êtes même une des expertes pour la campagne de Valérie Pécresse pour les questions de travail et d'emploi. C'était votre premier choix pendant les primaires, Valérie Pécresse? Non, j'ai soutenu Xavier Bertrand. Et ensuite, au deuxième tour, j'ai voté pour Valérie Pécresse, qui effectivement est notre candidate aux élections présidentielles. Alors, elle a un début de campagne un peu compliqué, elle prend pas mal de coups en ce moment, même sur les primaires. Il y a quelques jours, le journal Libération remettait en cause un petit peu la sincérité du scrutin en pointant du doigt des électeurs qui n'étaient peut-être pas forcément investis par LR. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie du jeu de la campagne? Voilà, c'est une campagne. Franchement, on a connu pire. J'oserais dire que la campagne de François Fillon a été très compliquée, que cette campagne est compliquée, comme elle l'est pour tous les candidats. C'est un exercice qui n'est pas simple. Pour autant, les élections présidentielles, c'est une pierre angulaire de notre Constitution. Donc l'idée, c'est quand même qu'on essaye de se focaliser sur les vrais enjeux, sur les vrais débats, parce qu'on a effectivement à dessiner l'avenir de notre pays pour les 5 ans à venir. Moi, je soutiens Valérie Pécresse parce qu'elle a effectivement la capacité à fédérer les Français autour d'un projet qui est un vrai projet politique pour la France et dans l'intérêt de la France. Donc j'espère simplement que ces petites anicroches qui sont portées par les uns et les autres et qui font la joie des médias, pardon de le dire, vont peut-être cesser un jour pour qu'on s'attaque vraiment aux vrais problèmes de la France. Elle a la carapace justement pour encaisser tous ces coups. C'est pas simple, mais franchement, elle tient. Je dis c'est pas simple parce que quand on a eu différents candidats politiques, que ce soit dans notre famille politique ou même quand on regarde le spectre des candidats, on a des grands communicants qui du coup ont l'habitude de ce type d'attaque. On a des gens qui ont été expérimentés parce qu'ils ont eu le parti politique depuis un certain temps, qu'ils l'ont tenu et du coup ils se sont peut-être essayés à cet exercice. Elle arrive dans l'exercice, en même temps elle est présidente d'une grande région, elle a fait ses preuves en tant que présidente d'une grande région, elle fédère une énorme famille politique qui a des compétences qui sont des compétences multiples et je crois qu'en ce sens elle est capable de fédérer et les Français et d'apporter, alors elle appelle ça une équipe de France, mais en tout cas une équipe de personnes compétentes pour gouverner la France. Bon, elle fédère une grande famille dans laquelle il y a quand même eu pas mal de défections ces dernières semaines, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a eu Guillaume Pelletier, le numéro 2 de LR, qui est parti rejoindre Éric Zemmour. Dernièrement, Éric Woerth, ancien ministre, qui lui est parti du côté d'Emmanuel Macron. Encore cette semaine, Renaud Muselier, le président de la région PACA, ou l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui ont rejoint Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup quand même. Je remercie Emmanuel Macron et Éric Zemmour de faire la promotion des Républicains chaque fois qu'une personne les rejoint. Ça sous-entend qu'il y a donc des gens de grande qualité dans notre parti politique. Et c'est vrai, et c'est la vérité. En même temps, chaque fois que Valérie Pécresse se déplace, et on l'a vu, il y a peut-être des exercices sur lesquels elle est moins à l'aise que d'autres, mais on l'a vu effectivement en Vendée il n'y a pas très longtemps avec le président Bruno Retailleau. Elle fédère d'autres personnes qui sont des citoyens. Alors, c'est peut-être pas des anciens premiers ministres ou des anciens ministres ou des anciens présidents de commission, mais des citoyens qui demain vont voter pour elle, je l'espère, pour effectivement que nous puissions être non seulement au deuxième tour, mais gagner cette élection présidentielle, même si c'est un exercice qui est compliqué, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, je parlais de personnalité nationale. En Isère aussi, les lignes bougent un petit peu. Alors, dans votre majorité au département, il y a 2 vice-présidents importants qui ont apporté leur parrainage à Éric Zemmour, hein, Julien Paulhat, maire de Voiron, et Sandrine Martin-Grand. Alors, dans le cas du maire de Voiron, il a précisé tout de suite que c'était uniquement un parrainage et que ça ne valait pas un soutien. Dans le cas de la première vice-présidente du département, hein, son positionnement est un petit peu plus ambigu puisqu'elle n'a pas voulu publiquement prendre parti entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Oui, alors Sandrine Martin-Grand est une amie depuis très longtemps. On est en matière départementale sur une ligne politique qui est exactement la même. On a été vice-présidente ensemble dans ce gros pôle social qui est celui du département sous l'égide de Jean-Pierre Barbier. Elle n'a pas encore fait son choix, mais on discute beaucoup. Et moi, j'ai grande conviction de la convaincre pour effectivement qu'elle se retrouve en Valérie Pécresse. Alors après, elle est depuis longtemps, elle a été adhérente des LR pendant longtemps. Elle n'est plus adhérente des LR aujourd'hui.
aujourd'hui, mais j'arriverai à la convaincre pour effectivement qu'elle vote. Quand on a été longtemps adhérent, qu'à un mois du scrutin, on hésite encore, c'est pas qu'on a déjà dans sa tête basculé dans le canton. Vous savez, ce canton a été compliqué. Elle a conduit un combat compliqué au niveau du canton de Pont-de-Claix. Ça n'a pas toujours été simple, y compris avec notre famille politique, avec des gens dans notre famille politique. Donc on peut comprendre que ça soit un peu compliqué aujourd'hui dans le schéma local. Au niveau national, voilà, elle se retrouve effectivement dans bon nombre de positions, que ce soit celle de la droite sénatoriale sur un certain nombre de textes de loi. Donc voilà, on n'est encore pas aux échéances. Les lignes bougent encore. Et moi, je mettrai toute mon énergie à convaincre les gens qui ne sont pas forcément encore convaincus. Et puis, soyons clairs aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, le parrainage ne vaut pas adhésion. Il y a peut-être une incertitude pour un certain nombre de candidats, mais franchement, aujourd'hui, même si les vice-présidents du département sont quand même bien dans un enjeu politique local et national, les citoyens sont pour l'heure peu préoccupés des échéances électorales, et bien malheureusement, j'allais le dire. Alors, il y a un autre membre de votre équipe départementale qui, lui, a clairement choisi son camp depuis plusieurs mois, c'est Gérard Dezample, le maire de Charvieux-Chavagneux, qui est élu également au conseil départemental. Vous siégez dans la même famille. Ça pose problème. Il faudrait qu'il sorte, entre guillemets, là, pendant cette période de campagne de la majorité de Jean-Pierre Barbier ? Non, très honnêtement, Gérard est quelqu'un avec qui on partage bon nombre de positions au niveau départemental. Hein. Je rappelle quand même que la loi NOTRe a défini les compétences de chacune des collectivités. Le département, c'est effectivement la solidarité et c'est la solidarité territoriale au travers l'aide en investissement aux différentes collectivités. On est 100% raccord avec Gérard sur toutes les positions. On était il y a 2 jours ensemble en réunion avec tous les maires de ce secteur. Il n'y a pas une once de différence entre lui et moi, entre Jean-Pierre Barbier et lui sur ces aspects de compétences départementales. Au niveau national, Gérard a toujours eu un positionnement très particulier. Il est dans un contexte aussi social très particulier. Ces communes du Nord-Isère qui ont subi à un moment donné un afflux de population du Rhône qui n'a pas toujours été simple à intégrer, fait qu'à un moment donné, on peut avoir une histoire qui est différente des uns des autres, qu'on vienne de la ruralité, qu'on vienne du secteur urbain. Voilà. Mais Gérard est un ami, reste un ami. Et en matière de politique départementale, nous partageons les mêmes orientations. Parce qu'on voit que le Parti national a demandé, par exemple, à Éric Woerth de quitter ses fonctions qu'il occupait avec la casquette LR. Ils ne vous mettent pas la pression pour que localement, il y ait à peu près la même logique? Non, absolument pas. Non, il y a une vraie liberté. Les LR est un grand parti démocratique. En ce sens, c'est le parti qui fédère. C'est le parti qui doit fédérer. Et moi, je le dis souvent, quand je regarde aujourd'hui le panel des candidats pour effectivement cette échéance électorale, on en a encore quelques-uns qui vont arriver sans doute. Enfin, on attend quelques annonces d'ici peu, voire même ça aura lieu au cours de cette émission. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la seule personne qui est capable de rassembler, c'est Valérie Pécresse. C'est la seule qui a un discours, d'abord qui a une expérience, qui a un discours adapté. Et pour moi, c'est important, franchement, quand je regarde aujourd'hui la situation de notre pays, voire même la situation départementale, la situation locale, je m'aperçois qu'il y a des clivages dans la population qui sont dramatiques, alors qu'on est quand même face à des échéances économiques, sociales, qui nécessitent que le pays soit fédéré. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas, j'allais dire, le résultat de la politique qu'a voulu mener Emmanuel Macron et sur lequel il s'était engagé. Il s'était engagé effectivement à fédérer les Français. On a pu voir que c'est l'inverse qui s'est passé au cours de son mandat. Alors, on rentre, vous le disiez, dans une deuxième partie de campagne, à la fois parce qu'on connaît maintenant le casting de cette élection, mais aussi parce qu'il y a un nouveau paramètre qui est intervenu depuis la semaine dernière, c'est cette guerre en Ukraine qui risque d'éclipser un peu le débat franco-français, en tout cas sur cette première semaine. On n'a pas entendu parler d'autres thèmes que celui-là. Est-ce qu'il aurait fallu se poser la question de repousser peut-être l'échéance présidentielle? On l'a fait pour d'autres élections avec le Covid, par exemple. Alors, c'est plus possible aujourd'hui, mais c'est vrai que bien naturellement, ce contexte international nous conduit à des regards, à des prismes différents, à une union nationale qui est nécessaire. Nous avons eu les déclarations du président de la République au travers de la parole du Premier ministre dans l'hémicycle mardi dernier, avec effectivement un enjeu de fermeté, un enjeu du non, un enjeu de solidarité, et puis une diplomatie qui s'impose et qui nécessite quand même que la parole des grands de ce pays soit à l'unisson pour effectivement que ça ne déclenche pas une catastrophe que personne n'a envie de voir au niveau international. Voilà, on est effectivement... vous savez, j'ai préparé, comme souvent tous les dimanches, la semaine à venir. Quand j'écoutais la télé, je me disais, mais est-ce qu'il y aura un vendredi, quoi? Voilà, on est quand même dans un tournant de notre contexte politico-international qui nous interpelle, et c'est tout à fait normal que du coup, la campagne présidentielle prenne peut-être un
un peu moins le pas d'un point de vue médiatique. Ce que je regrette, et je le dis, c'est que nous n'avons pas eu de campagne présidentielle lors des dernières échéances, où l'intégralité des médias se sont focalisés, en l'occurrence, sur François Fillon, l'affaire Fillon, avec une justice qui suivait pas à pas l'intégralité des médias, hein, je le dis avec fermeté. Nous n'avons pas eu de débat, nous n'aurons peut-être pas de débat cette fois-ci, et c'est grave pour la démocratie de notre pays. Voilà, et je le regrette très sincèrement. Après, ce qui se passe au niveau international, malheureusement, nous le subissons tous les uns les autres. Et j'allais dire, nous le subissons, pardon, de le dire, dans notre chair. Moi, j'ai rencontré des familles, on est dans un monde qui est internationalisé. J'ai rencontré des familles qui avaient des enfants en Russie, j'ai rencontré des familles qui avaient de la famille en Ukraine. Voilà, c'est dramatique. Et puis quand on regarde les images à la télé, c'est poignant, quoi. L'envoi d'armes, justement, par la France aux Ukrainiens. Quelques candidats qui se sont posé la question de l'intérêt, de l'opportunité de le faire. Quelle est la position des Républicains ? À tort. Enfin, voilà, les Républicains, je l'ai dit, on est dans un principe d'union. À l'heure où... on sait qu'il y a de nombreux morts maintenant en Ukraine, y compris des Russes. Hein. Je veux dire, cette logique de défense est tout à fait naturelle, d'autant que tous les pays européens ont à un moment donné envoyé des armes également. Et puis nos soldats sont partis. Je veux dire, hier, des Isérois sont partis de Vars pour aller en Roumanie. Je veux dire, décemment, on ne peut pas effectivement ne pas avoir une position d'union quand on est un parti qui veut représenter la France et être digne de ce nom. Donc s'il faut être solidaire dans cette période du président de la République, il n'y a plus vraiment de débat, l'élection est quasiment jouée, puisque Emmanuel Macron est déjà largement en tête dans les sondages. Pardon d'utiliser cette image, mais il n'y a que ceux qui ne font pas la guerre qui savent s'ils la gagnent ou pas. Moi, j'irai jusqu'au bout sur cette élection. Il y a des sondages. Bon, il y a aussi des retournements de situation. On sait aussi qu'au niveau international, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on peut aussi arriver à une diplomatie qui permette à un moment donné de calmer le jeu dans ces pays. Et puis j'espère bien qu'on reprendra les discussions pour savoir ce qu'on veut faire dans notre pays. Parce que franchement, on a des rendez-vous à ne pas manquer. On a des rendez-vous en termes d'équilibre financier, on a des rendez-vous en termes d'emploi, on a des rendez-vous en termes économiques, on a des rendez-vous en termes sociaux qu'il ne faut pas louper. Voilà. Et c'est au cours de cette élection, qui est la pierre angulaire de notre Constitution, que l'on doit avoir ces débats pour savoir comment les candidats se positionnent et que les Français puissent voter de façon éclairée. Comment elle doit faire, alors, Valérie Pécresse, pour arriver à faire revenir ces sujets nationaux qui intéressent la vie quotidienne des Français dans la campagne, alors qu'il reste 5 semaines ? Oui, alors bon, là, on est dans une logique où la crise économique mondiale et sociale et ce qui se passe en Ukraine balaye l'intégralité de l'actualité. On allume la télé, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a eu le Covid préalablement. Bon, voilà, il va falloir qu'on attende au moins que cette semaine passe, voir comment les choses évoluent. Et puis, elle continue à faire du terrain, elle continue à être très présente. Nous, on continue effectivement à travailler sur un certain nombre de sujets et d'idées. Et il faut impérativement que ces débats aient lieu. Franchement, ces débats n'ont pas eu lieu lors des dernières élections. Ou en tout cas, elles ont eu lieu avec un candidat, Emmanuel Macron, qui a annoncé un certain nombre de choses qui n'ont pas été au rendez-vous de la réalité de ce quinquennat. Et nous avons effectivement, comme elle l'a dit, c'est une dame de fer, c'est-à-dire qu'elle a la volonté de faire comme elle l'a fait, FAIRE, voilà, comme elle l'a fait dans sa région. Donc j'espère sincèrement qu'elle aura l'occasion de le prouver et de le dire, voilà, avec une actualité apaisée, mais malheureusement qu'on subit tous. Alors, travailler plus pour gagner plus, c'était le slogan qui avait marqué les esprits en 2007 pour la campagne de Nicolas Sarkozy. On dit souvent qu'une campagne, ça se joue sur quelques idées. Quel slogan pourrait caractériser la campagne de Valérie Pécresse ? Alors, en matière d'emploi, je trouve que le slogan est très adapté, puisque vous avez vu... Alors, elle a plusieurs logiques en matière d'emploi, si on reprend la logique de l'emploi que vous évoquez. C'est qu'effectivement, le principe de revenir aux 39 heures, en étant payé 39 heures, et en essayant effectivement à ce que le travail soit la pierre angulaire sociale de notre système, c'est ce qu'elle porte, avec une volonté de développer l'économie et que chacun s'y retrouve en travaillant dans notre pays. Après, il faut quand même bien s'apercevoir que l'économie, c'est une matière qui bouge. Quand on voit effectivement la façon dont se positionnent les citoyens face à l'entreprise, la crise sanitaire, le nombre de personnes qui ont créé leur entreprise, le télétravail qui est arrivé, on a effectivement une nécessité de nous adapter et on porte un certain nombre de logiques qui sont à mon avis des logiques innovantes, qui peuvent permettre à la fois aux indépendants de s'y retrouver, à la fois aux travailleurs de s'y retrouver en gagnant plus et en étant effectivement dans une société où le travail est un vrai plaisir et permet effectivement à notre système de fonctionner également. Elle estime que le travail ne paye pas assez aujourd'hui en France. Sous-entendu, il faut augmenter aussi les salaires. Ça, c'est plutôt
une mesure de la gauche habituellement? Non, non, c'est une discussion qui doit avoir lieu au sein des branches, avec les entreprises, et qui doit permettre, secteur par secteur, de voir comment est-ce qu'on augmente les différents salaires. Vous savez, il y a des discussions en cours, mais j'allais presque dire, on a pris les choses à l'envers. Quand j'entends la ministre Elisabeth Borne qui énonce le fait que les gens ne vont plus travailler dans l'hôtellerie et la restauration parce qu'ils ne sont pas assez payés, et qui derrière lance des discussions pour effectivement qu'on puisse revaloriser ces secteurs-là, je me dis, mais c'est la meilleure façon de faire fuir les gens dans ce secteur-là. Enfin, on n'aurait pas dû procéder de cette façon-là. On aurait déjà dû réunir les branches, les acteurs de ces branches, pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer les salaires et ensuite voir comment les choses pouvaient être mises en place derrière. Mais là, elle tire une balle dans le pied de tout ce secteur de la restauration et de l'hôtellerie en disant très clairement, les gens ne sont pas assez payés. Voilà. Donc là, la position de Valérie Pécresse, c'est vraiment une position consistant à dire comment est-ce qu'on peut revaloriser la notion de salaire, la notion de travail et d'emploi. C'est pas un gros mot. Et croyez-moi, quand je vois les différents débats qui peuvent avoir lieu au Sénat, entre la position de la gauche, notre position et celle de La République En Marche, il y a des écarts qui sont quand même des écarts phénoménaux. Alors, Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait baisser le taux de chômage de façon assez historique sur ce mandat. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Est-ce qu'il n'a pas un peu tué le match sur ce secteur, justement? Alors attention, il a peut-être fait baisser le nombre de demandeurs d'emploi au sens du BIP, du statistique du terme, puisqu'on est à 8,1% de taux de chômage. Je rappelle quand même que tous les autres pays européens ont baissé de façon colossale. L'Europe est à 4,3%, la Grande-Bretagne est à 3,5%. Donc ça veut dire qu'on a quand même... Encore de la marge. Non seulement on a de la marge, mais on aurait pu encore avoir des progressions... Contrairement à son prédécesseur qui n'avait pas réussi à inverser la courbe. Contrairement à son prédécesseur, j'allais dire quand même, il a surfé sur des décisions qui étaient celles de son prédécesseur, et il était le prédécesseur. N'oublions pas quand même qu'il était ministre de l'économie sous François Hollande. On ne juge pas 50 quinquennats d'Emmanuel Macron. On juge 10 ans de quinquennat d'Emmanuel Macron, 2 fois 15 ans, 2 fois 5 ans. Excusez-moi de le dire. Il a été aux manettes quand il était avec François Hollande, et il est encore aux manettes aujourd'hui. Et puis je tiens simplement à dire qu'il faut nuancer quand même ce taux de chômage, parce que quand on regarde le taux de chômage des jeunes, on s'aperçoit qu'on a des taux de chômage qui sont bien plus importants que dans les autres pays de l'Europe. Ça pose de vraies difficultés. Donc voilà. Alors, par contre, là où Emmanuel Macron est effectivement, et on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a des vraies qualités, c'est un très bon communicant. Voilà. Alors, vous avez présenté, vous, Frédérique Puissat, un rapport à l'automne dernier sur la paupérisation d'une partie des Français, avec 49 mesures à la clé pour améliorer la situation. Est-ce que votre candidate, Valérie Pécresse, compte reprendre ces mesures dans son programme? Alors, il y a plusieurs mesures. D'abord, il y a un constat qui est fait. On est dans un pays où, en termes de pauvreté et de précarité, on est en dessous des pays européens, mais on est quand même sur une situation et une baisse qui est un peu en trompe-l'œil. Et on a fait un certain nombre de propositions qui attaquent différents angles de cet enjeu de pauvreté. C'est un vrai sujet. Et je dis souvent, c'est un sujet qui se conjugue à la première personne. On se sent pauvre, c'est une vraie difficulté. Et comment est-ce qu'on peut effectivement résoudre cet enjeu à l'échelle nationale? Donc on l'a attaqué par le biais de l'emploi, on l'a attaqué par le biais du logement, la précarité énergétique, par le biais des travers sociaux et de la façon dont on doit réformer le système des travers sociaux, par le biais effectivement des allocations sociales. Il y a des mesures qui sont reprises effectivement par Valérie Pécresse. Pour résumer la philosophie de ces mesures, c'est réduire un peu les aides sociales et d'inciter les plus pauvres à reprendre une activité? De toute façon, le travail, c'est la santé, disaient certains, mais c'est aussi une capacité à être debout dans notre société. Donc le retour vers l'activité, ça répond aux enjeux de réciprocité que nous avions mis en place au niveau départemental pour les allocataires du RSA. Être debout dans la société, c'est travailler dans la société, c'est montrer effectivement à sa famille qu'on part le matin travailler, qu'on revient le soir travailler. Alors ça peut prendre effectivement des visages différents, mais il est clair que le travail est effectivement la pierre angulaire de la sortie de la précarité et de la pauvreté. Après, il y a travail, il y a des emplois courts, il y a effectivement des difficultés avec un certain nombre de métiers qui nécessitent des adaptations familiales, mais on est dans une logique où le travail est effectivement quelque chose qui est important. Après, il ne s'agit pas effectivement de baisser les allocations, il s'agit à un moment donné de voir comment est-ce qu'on peut sortir ces personnes-là de la difficulté, comment est-ce qu'on peut leur permettre effectivement de tenir debout dans notre société
société et comment on peut réformer l'intégralité de nos systèmes qui accompagnent ces personnes avec différents angles, que ce soit effectivement les travailleurs sociaux, que ce soit les logiques de logement ou que ce soit effectivement les logiques d'allocation sociale sur lesquelles on a un vrai sujet de réforme. La réciprocité que vous évoquiez, c'est effectivement une expérimentation qui a été mise en place il y a quelques années par le département de l'Isère, qui consiste en gros à demander aux bénéficiaires du RSA d'avoir une activité à côté, dans des associations ou dans des structures d'insertion. C'est ça, c'est effectivement de signer un contrat d'engagement réciproque dans lequel ils sont allocataires du RSA, ils ont effectivement des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et en l'occurrence, le devoir, c'est de se dire comment est-ce que je sors de ce dispositif et pour sortir de ce dispositif, quel atout j'ai pour sortir de ce dispositif. Et si j'ai un certain nombre d'atouts, je vais les mettre en vigueur pour être dans la réciprocité, c'est-à-dire pour rendre à la société ce qu'à un moment donné, la société nous a donné. Voilà. Alors ça se basait sur le volontariat, je pense, des allocataires. Qu'est-ce que ça donne, cette expérience? Alors ça ne se base pas que sur le volontariat, ça se base aussi sur un accompagnement. Un contrat d'engagement réciproque, c'est un engagement qui est signé entre l'allocataire du RSA et le département, en l'occurrence le travailleur social. Dès lors que le contrat n'est pas tenu, il y a des pénalités qui font qu'à un moment donné, on peut supprimer une partie du RSA ou on peut même supprimer carrément le RSA. Mais c'est un engagement qui engage à la fois l'allocataire, c'est-à-dire qu'il sait sur quelle base il part, et également le département. Donc aujourd'hui, on a un taux de contrat d'engagement réciproque qui est beaucoup plus important que quand nous sommes arrivés en responsabilité. On n'avait quasiment pas de contrat d'engagement réciproque qui était signé. Aujourd'hui, on est à des taux, alors je ne sais plus quels sont les derniers taux, mais enfin on était à 80%. Donc on était quasiment, pour tous les allocataires du RSA, un engagement de réciprocité qui prend des formes diverses et variées. Et c'est plutôt intéressant. Et ça nous a permis quand même d'améliorer considérablement le fait qu'on ait moins d'allocataires du RSA au niveau du département de l'Isère. Et contrairement à d'autres départements, on a des réussites qui sont plutôt de belles réussites et on ne peut que s'en féliciter. Et aujourd'hui, un allocataire du RSA qui veut profiter de son RSA sans, entre guillemets, travailler, il peut encore le faire en Isère. Un allocataire du RSA, il a l'obligation de signer un contrat d'engagement réciproque. Après, il faut voir ce qu'il met dans le contrat d'engagement réciproque et la façon dont on l'accompagne. Mais il y a une obligation de signer un contrat d'engagement réciproque. Le RSA, c'est droits et devoirs. Alors, puisqu'on parle de travail, au bout de la chaîne, il y a la retraite. Vous êtes, comme Valérie Pécresse, favorable à ce qu'on recule l'âge de départ à la retraite? Alors, je ne suis pas favorable, c'est qu'il n'y a pas le choix. Vous savez, la retraite, c'est une équation qui est assez simple. C'est combien on cotise, combien les retraités ont en termes de retraite et combien de temps on travaille pour cotiser. Vous estimez qu'il n'y a pas le choix. Il y a d'autres candidats qui demandent la retraite à 60 ans. Donc reculer. Et comment ils financent? Ah ça, ils auront certainement des solutions. Ils ne savent pas financer. Donc, il n'y a pas le choix. Et je vais vous dire à quel point il n'y a pas de choix. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le fait de dire qu'il n'y a pas eu de campagne il y a 5 ans quand Emmanuel Macron a été élu président de la République. Vous vous rappelez quand même qu'Emmanuel Macron n'a jamais parlé de reculer l'âge de la retraite quand il a fait campagne il y a 5 ans en arrière. Il a parlé effectivement d'une retraite, il nous a fait un grand discours sur les retraites. Une réforme, une réforme de grande ampleur, etc., comme il a su le faire sur ses grands discours, très bons discours en l'occurrence. Mais la réalité, elle est laquelle? C'est que rien n'a bougé en matière de retraite sur ce quinquennat. Si, il y a une chose qui a bougé, c'est qu'on a eu un secrétaire d'État à la retraite qui s'est occupé de la santé. Ouais, comme quoi, effectivement, il y a une vraie problématique dans ce gouvernement. Mais il y a quand même eu un secrétaire d'État en charge de la retraite qui s'en est jamais occupé, je dois dire, puisqu'il n'y a pas eu de réforme de la retraite. Par contre, le discours a changé. Et à un moment donné, au cours de ce quinquennat, on a évoqué le fait que finalement, il allait falloir allonger la durée de temps de travail parce que sinon, nous n'y arriverions pas. Et nous, on est très lucides par rapport à ça et je crois qu'il faut l'être. Il faut dire la vérité aux Français. Nous sommes incapables de financer nos retraites dans les 20 prochaines années. Donc, si on veut les financer, il y a deux solutions. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraités, soit on allonge la durée de travail. Et la durée de travail allongée, c'est ce que nous avons choisi avec Valérie Pécresse. Et c'est ce que nous portons. Oui, c'est ça. Après, il y a des possibilités d'améliorer en fonction du démarrage du temps d'activité. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a démarré son activité, etc. Voilà. Et puis de pouvoir continuer à travailler au-delà des 65 ans. Voilà, un cumul emploi-retraite qui est demandé. Et on a un vrai sujet quand même sur les travailleurs de 60 à 62, 63 ans qui ne retrouvent pas leur place dans notre société, et alors qu'ils ont des atouts pour transmettre un certain nombre de savoirs. Alors on verra si le travail, l'emploi et les retraites reviennent dans la campagne dans les prochaines semaines. Il faut qu'ils reviennent, franchement, parce que sinon, on va avoir des décisions qui sont prises sans qu'à un moment donné, les Français aient eu à réfléchir sur les options qui étaient présentées. Donc, il en va de la paix sociale dans notre pays. Alors, il y a un sujet qui s'était invité dans la campagne juste avant le début de cette guerre en Ukraine. Il était venu suite à un accident mortel de chasse survenu dans notre région.
dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans qui a été tuée par une balle perdue tirée par une adolescente de 17 ans qui participait à une battue. On a demandé effectivement aux candidats de se positionner sur la chasse, qui fait souvent polémique en France, notamment quand il y a des accidents. Certains ont demandé l'interdiction de la chasse le week-end, qui est les jours prisés par les randonneurs, puisqu'a priori on ne pourra jamais éviter des balles perdues. C'est des propositions de bon sens, selon vous ? Vous savez, je trouve que la réponse est dans votre question. Qui est la randonneur ? Qui a parlé de la randonneur ? Personne. Personne. La première intervention des politiques a été de s'attaquer à la chasse. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris le temps de parler de cette personne qui est décédée. Vous n'allez pas me dire que vous préférez interdire la randonnée plutôt que la chasse ? Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est dire que les anti-chasses se sont saisis du problème de façon très malheureuse. Très cynique, alors qu'on assistait à un drame. Et vous savez, moi j'ai quelques informations, alors l'enquête est en cours, quelques informations sur la façon dont s'est passé ce drame. C'est une série d'enchaînements catastrophiques, parce que franchement, une jeune chasseur en battue à 17 ans, c'est très rare. Donc ça nécessite que ce soit quelqu'un qui soit vraiment très impliqué dans la chasse et qui ait la chasse chevillée au corps, si je puis me permettre l'expression. C'était le cas. Et il y a eu vraiment une série de circonstances qui font que cette jeune femme est décédée. Moi, je voudrais quand même dire qu'il faut quand même qu'on pense aux randonneurs avant de s'attaquer à ce qu'est la chasse. Voilà, je le dis parce que de façon très cynique, tout le monde s'est attaqué au problème de la chasse. Après, moi je suis très claire, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été élue 17 ans maire d'une commune rurale. Les conflits d'usage, je les ai toujours gérés. Les conflits d'usage, c'est quoi ? C'est le sanglier dans le terrain de l'agriculteur. C'est le randonneur dans le terrain de l'agriculteur qui marche sur l'herbe. C'est le chasseur qui côtoie le randonneur. C'est le cerf qui percute une voiture. C'est ça les conflits d'usage. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. C'est le skieur, puisque vous l'avez dit, j'étais effectivement maire d'une commune qui gérait une station de ski. C'est le skieur qui en percute un autre. Est-ce que chaque fois qu'il y a un problème de ce type-là, on va supprimer une chose ou l'autre ? Non, on ne l'a jamais fait. On a essayé de trouver des solutions pour que chacun puisse vivre sa passion, puisse vivre dans notre environnement et qu'on puisse à un moment donné permettre à chacun de s'y retrouver. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises en matière de chasse, en matière de sécurité, en matière de prévention, en matière de formation. Il y en a d'autres encore à prendre, c'est une certitude. Il y a actuellement un rapport en cours qui est conduit par Patrick Chaise, un collègue sénateur de l'Ain. Sortira de ce rapport un certain nombre de propositions qui sont des vraies propositions construites que moi j'ai déjà vues mais qui ne sont pas encore publiées. Et je pense que c'est dans une approche intelligente qui permet à chacun de s'y retrouver qu'on peut effectivement permettre à chacun de vivre la nature et de vivre ses passions. Voilà. Mais c'est un drame qui est malheureux et je tiens quand même à le dire, que tout le monde est capable de dire quel âge avait le chasseur, personne n'est capable de parler de la personne qui est décédée. Voilà. Et tout le monde s'est emparé du sujet pour dire qu'il faut interdire la chasse. Pensons d'abord à la victime. Voilà. Je le dis de façon très, très objective, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Alors, puisqu'on parle de chasse, il y a une polémique qui a été lancée par des associations environnementales autour de la décision du département d'autoriser la chasse dans la réserve des hauts plateaux du Vercors. Alors, c'est un territoire que vous connaissez bien, puisque Château-Bernard est limitrophe de cette réserve, et dans le Vercors, Vercors-Trièves, on va dire, pour être plus précis. Alors, ça aussi, c'est une polémique vaine, selon vous ? Alors, vous savez que tout ça est au tribunal. Puisque Jean-Pierre Barbier et Fabien Mulic, qui est donc mon binôme aux élections départementales, ont saisi le tribunal parce qu'ils ont été attaqués personnellement par un animateur de radio. J'utilise à dessein le mot animateur, ce n'est pas un journaliste. Et c'est malheureux parce qu'effectivement, il a laissé filer un certain nombre d'informations qui sont de fausses informations sur lesquelles on se défend. Et quand je dis on se défend, je tiens simplement à dire que Jean-Pierre Barbier et Fabien Mulic, quand ils doivent se défendre, ils sortent 3 000 € chacun de leur poche pour pouvoir se défendre. Je le dis quand même, frais d'avocat. Bon, il faut quand même le dire. Et au-delà de ça, on a bien parlé de ce sujet-là. On sait qu'on est contraint effectivement de réguler, en l'occurrence, les cerfs, les biches sur ce territoire-là. Alors comment les réguler ? La meilleure façon de faire, c'est effectivement qu'on puisse avoir, comme on le fait d'ailleurs pour les sangliers, quand on organise des battues préfectorales, c'est effectivement de tuer les animaux. Vous savez, moi, franchement, je suis en voiture, je croise un cerf, je trouve ça fantastique. Je suis en voiture, je percute un sanglier, je trouve ça un peu moins fantastique. Et on a besoin, à un moment donné, de réguler les espèces. Donc, on a régulé, au travers une association qu'on a créée parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'ACCA local qui voulait effectivement s'investir sur ce territoire-là. Bon, voilà, d'abord, la justice jugera. Et en plus, quelle malheureuse polémique. Et puis, les termes employés. Enfin, franchement, je trouve que c'est une polémique qui est inutile, qui fait couler beaucoup d'encre et qui est condamnable. Alors, il y a un animal qu'on a également le droit de réguler, même si là, l'encadrement est très strict, c'est le loup. Oui.
qui sévit, je ne sais pas si le terme est bon, également sur votre territoire hein, et sur la plupart des massifs isérois. C'est un sujet, paradoxalement, dont on ne parle pas du tout au niveau national, en tout cas ces derniers mois, dans cette campagne. Et c'est très malheureux, parce que ça veut dire que l'espèce s'inscrit dans le paysage, comme si tout allait bien, et comme si, effectivement, le fait qu'on ait de moins en moins éleveurs, je ne dis pas que c'est la cause que du prédateur, mais le fait qu'on ait de moins en moins éleveurs, à l'heure où on recherche quand même une autonomie alimentaire à bien des égards et où tous les candidats en parlent, le loup est quand même pour partie responsable du fait qu'on ait de moins en moins d'éleveurs et on n'en parle quasiment plus. Alors juste vous dire qu'il y a un rapport qui a été fait par ma collègue Émilie Bonivard, qui est députée de Savoie, qui va bientôt sortir, qui est sorti le 26 février, qui fait un certain nombre de propositions sur le prédateur. Moi, je continue à être aux côtés des éleveurs. Encore dernièrement, j'ai soutenu la FDSEA qui a interpellé le ministre de l'Agriculture. Avec Michel Savin, mon collègue sénateur, nous avons appuyé la démarche de la FDSEA. Je suis présente aux côtés des éleveurs quand il y a des drames qui se passent. Vous voyez, vous parliez de la chasse tout à l'heure. Quel est l'outil qui permet, entre autres, de réguler le loup? C'est effectivement de demander aux éleveurs de prendre un fusil et de tirer. C'est ça. Alors là, du coup, on parle un peu moins d'interdire la chasse, parce que ça arrange tout le monde de se dire, bon, bah, écoutez, ok, le loup est là pour que les éleveurs puissent effectivement se défendre, mais ils n'ont qu'à tuer. Bon, franchement, un éleveur qui n'a pas l'habitude de chasser, qui doit se balader avec un fusil, même si à un moment donné, il y a la sécurité qui s'impose et qu'effectivement, il y a des formations ad hoc, franchement, voilà, tout ça est un drame qui est vécu par les éleveurs de façon cruelle. Et moi, je ne les oublie pas. Et j'estime que chaque fois qu'on peut poser une pierre pour dire il n'y a pas compatibilité entre effectivement le prédateur, en l'occurrence le loup chez nous, mais ça pourrait être l'ours ailleurs ou le lynx d'un autre côté de notre pays, entre le prédateur et l'activité économique, moi je choisis l'activité économique et en l'occurrence le pastoralisme. On a l'impression que Valérie Pécresse est assez éloignée de ces problématiques du monde rural. En tout cas, c'est l'image qu'elle peut renvoyer. Pas du tout. On l'a vu peu à l'aise dans des visites de ferme, par exemple en Normandie ces derniers jours. Vous savez, le président des territoires, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui est proche de Valérie Pécresse, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher qui est un chasseur, Gérard Larcher qui est un vétérinaire, Gérard Larcher qui connaît très bien le monde rural et qui porte aussi ses valeurs aux côtés d'un certain nombre de collègues qui travaillent. Moi, je travaille sur la mission Travail-Emploi, d'autres collègues travaillent sur l'agriculture, sur les enjeux du prédateur, etc. Donc, il y a... Alors, elle est élue effectivement d'Île-de-France, c'est peut-être pas son quotidien, mais en tout cas, elle a bien conscience qu'on est effectivement dans un pays où il y a ces vrais enjeux. Et l'enjeu économique, l'enjeu agricole, c'est un vrai enjeu. Et en l'occurrence, il est déjà pas simple. Quand effectivement on a un prédateur qui est là, c'est encore plus compliqué. Alors, si le sujet du loup ne remonte pas sur la campagne nationale, il reviendra certainement sur les législatives, notamment en Isère. Ce sera pour le mois de juin, mais la campagne a déjà démarré, notamment chez vous. Le mois de juin ou avant? Ou avant. Oui. On entend dire que certains candidats voudraient dissoudre de l'Assemblée nationale avant. Dans la foulée, voilà. En tout cas, au plus tard, ce sera fin juin, ces élections législatives, les 12 et 19, pour l'instant, sur les dates officielle. La campagne a démarré pour certains partis qui ont déjà dévoilé leurs candidats. C'est le cas des Républicains en Isère, sur les 10 circonscriptions. Alors, un démarrage qui a été un petit peu musclé il y a quelques jours avec un de vos candidats, Clément Chappé, sur la 3e circonscription de Grenoble, qui s'est fait molester par des militants proches de Jean-Luc Mélenchon sur le marché Saint-Bruno. Une scène qui a été reprise dans certains médias nationaux. Est-ce que la politique est plus en plus violente selon vous ou ça fait partie des campagnes, ce genre de débordement? La société est de plus en plus violente. Je veux dire, moi, quand je vois les gens qui sont au volant et qui agressent les autres et la façon dont ça se passe, je veux dire, la société est de plus en plus violente. Et je disais tout à l'heure que Emmanuel Macron avait la grande ambition de réconcilier les Français. 5 ans plus tard, je ne dis pas qu'il est responsable de tout, mais 5 ans plus tard, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une situation où on avait des populations aussi clivées les unes vis-à-vis des autres. La ruralité contre l'urbain, voilà, des enjeux qui sont un peu différents. Et là, ce qui s'est passé avec Clément est un vrai scandale. Enfin, moi, j'ai apporté mon soutien à Clément dans la foulée. Je n'ai pas été la seule. D'ailleurs, je crois que tous les partis même politiques l'ont apporté. D'autres bords politiques. Voilà, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible. Clément est allé porter plainte et j'espère bien que la justice suivra de façon rapide, de façon à ce que les actes commis soient des actes qui soient condamnés. Alors, il est candidat sur la circonscription aujourd'hui détenue par Émilie Chalas pour La République En Marche. De toute façon, il n'y a aucun député des Républicains en Isère en ce moment. Je ne sais pas, c'est peut-être une première dans l'histoire
du département. Il n'y en avait que 3 d'ailleurs qualifiés au second tour en 2017, ce qui est très peu. 4 si on considère que Jean-Damien Mermiot-Blondin de Coran, qui était plutôt centriste, faisait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Les centristes sont là. Hervé Morin sera là bientôt et je serai à ses côtés avec tous les centristes, Christian Coignet, Sandrine Schex, la semaine prochaine. Alors il faudra s'unir avec les centristes, mais est-ce qu'il faudra une union plus grande pour qu'il y ait plus de républicains au second tour aux législatives et là, je parle peut-être du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Si tout le monde repart en ordre dispersé à droite, on risque d'avoir un peu le même effet ? Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, je l'ai dit, Valérie Pécresse est la seule candidate qui peut rassembler les citoyens. Donc, j'espère que les citoyens se reconnaîtront derrière Valérie Pécresse le plus largement possible, quel que soit leur choix du premier tour. Tout comme nous avons eu un choix du premier tour lors des primaires et on a eu un choix du deuxième tour et on a effectivement une candidate. Donc, j'espère qu'ils se retrouveront derrière elle. Et effectivement, on vise à rassembler. Mais j'allais dire, moi, j'ai passé ma vie à rassembler les citoyens. Il n'y a pas des clans dans notre pays. Il n'y a pas des blocs. Il y a des gens qui peuvent se parler, il y a des gens qui peuvent se rejoindre. Et tout l'art du politique, c'est effectivement de chercher à rassembler les citoyens pour faire union, pour faire nation et pour qu'on puisse affronter les grands enjeux économiques, sociaux de demain. Alors, sur votre circonscription, enfin celle où vous avez fait vos armes en politique, c'est Mickaël Cramer, le maire de Lens-en-Vercors, qui portera les couleurs des Républicains, même s'il n'est pas... Je serai sa présidente de comité de soutien. Bon, voilà, même s'il n'est pas du parti. Et sur la deuxième circonscription, celle des Chirolles et de Saint-Martin-d'Hères, il y a un autre candidat, non membre des Républicains, qui est candidate pour les législatives de 2022. Elle avait été candidate d'ailleurs au municipal en 2020, mais plutôt là sous les couleurs présidentielles d'Emmanuel Macron. Si je vous en parle, c'est que Alexis Joly, qui était notre invité la semaine dernière, avait une question à vous poser et ça concerne justement cette candidate. On l'écoute. Bonjour Madame Puissat, vous êtes sénatrice et dans le cadre de votre mandat, vous avez signé une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive en France. Dans le même temps, les LR en Isère ont investi plusieurs candidats, notamment à Échirolles, où la candidate qui a été investie par votre mouvement politique s'oppose à l'interdiction de l'écriture inclusive et défend aussi d'ailleurs avec toute la gauche à Échirolles, y compris Renzo Sully, cette écriture inclusive. Voilà, qu'est-ce que les LR et qu'est-ce que vous aurez à dire à cette personne-là qui finalement défend l'inverse de ce que vous dites vous au Sénat? Bon, alors la personne que ne cite pas Alexis Joly s'appelle Fabienne Sarah. C'est ça. Alors moi, je tiens simplement à remercier Alexis Joly de me permettre de parler de Fabienne Sarah, qui est une très bonne candidate, qui est quelqu'un qui est très humaine, très engagée et qui travaille beaucoup sur Échirolles en particulier, et puis à l'échelle départementale, puisqu'elle a à cœur d'aider en l'occurrence dans son métier les personnes handicapées. Et c'est donc, merci Alexis Joly de me permettre de parler de Fabienne Sarah, qui sera une très bonne candidate sur les législatives, mais sur une circonscription qui est difficile. Avec vous sur cette question de l'écriture inclusive ? Alors Fabienne Sarah fait partie effectivement d'un groupe politique qui a des positions, de groupe d'abord, et puis ensuite il y a des positions par rapport à une configuration d'un conseil municipal. Bon, du coup, moi j'ai regardé, la semaine dernière quand Alexis Joly est passé, voilà, c'est le but, j'ai regardé votre émission. Du coup, j'ai regardé les débats du conseil municipal d'Échirolles. Bon, alors déjà, il y a des jeux entre les oppositions, il ne faut pas le négliger. Comme partout. C'est une motion qui est portée par Alexis Joly. Derrière, il y a un groupe qui se positionne. Demander à la mairie d'Échirolles d'interdire l'usage de l'écriture inclusive. C'est ça. En ce sens, sur le fond, il avait parfaitement raison. Après, sur la forme, il y a des jeux de groupes d'opposition. Je pense que le positionnement de Fabienne Sarah et celui d'Alexis Joly n'est pas du tout le même. Fabienne Sarah est quelqu'un qui travaille les dossiers en profondeur, qui est très présente. Alexis Joly est peut-être plus dans un show médiatique, je me permets de le dire. Et du coup, le vote de Fabienne Sarah, même si elle rejoint ma position sur le fond, parce que du coup, je l'ai appelée, donc elle partage ma position, mais c'est vrai qu'elle n'a pas voté la motion qui était proposée par Alexis Joly. Au-delà de ça, j'ai effectivement signé cette proposition de loi qui est portée par Étienne Blanc, qui est notre collègue sénateur du Rhône, qui a été candidat pour être maire de Lyon, mais malheureusement, ça n'a pas marché, parce que je considère qu'aujourd'hui, nos dispositifs, qui sont essentiellement des dispositifs réglementaires sur l'écriture inclusive, ne sont pas suffisants et qu'il faut aller au-delà pour effectivement qu'on ait une utilisation du français dans le texte et notamment sur un certain nombre de
d'instances publiques, que ce soit effectivement des délibérations ou que ce soit effectivement des publications d'un certain nombre de collectivités. Nous avions été très choqués d'une motion qui avait été portée en l'occurrence par la première adjointe, enfin l'ancienne première adjointe de la mairie d'Échirolles, qui était conseillère départementale, qui portait une motion avec de l'écriture inclusive au conseil départemental. Et franchement, j'ai la prétention de savoir lire le français, je n'y comprenais rien. Au bout d'un moment, on n'y comprend rien à cette écriture inclusive. Au-delà du fait que c'est une écriture militante, quand on veut effectivement que nos jeunes élèves apprennent à parler français, à écrire le français, c'est quand même ce qui permet à chacun des citoyens de se défendre, de se positionner dans notre société. Je trouve que si on veut leur compliquer la tâche, il n'y a pas mieux. Et on voit quelques exemples. Je ne me sens pas agressée par l'écriture classique en tant que femme, je vous le dis. On voit ce que ça donne là sur ces images. Voilà, exactement. Et en plus, on n'arrive même pas à lire. Vous voyez, les lecteurs rissent, les citoyennes. Enfin, franchement, pour quelqu'un qui apprend le français, je me positionne du côté des enfants ou même des gens qui sont en difficulté. C'est dramatique. Mais ça part d'une bonne intention. Non, pas du tout. L'équilibre homme-femme aussi dans l'écriture. Pas du tout, pas du tout. Ça part d'une intention militante, mais le prisme de ce militantisme est mis au mauvais endroit. On lit dans les années 80, Yvette Roudy, qui va au Canada, qui ramène l'écriture inclusive. Et effectivement, on en fait un outil de militantisme, considérant que l'écriture classique dans laquelle le masculin prend le pas par rapport au féminin est une agression vis-à-vis des femmes. Je ne me sens absolument pas agressée quand je lis un texte qui n'est pas en écriture inclusive. Donc mettons le prisme de la défense, peut-être d'une égalité, ou en tout cas d'un rétablissement d'une égalité au bon endroit, et certainement pas dans l'écriture. En ce sens, je suis très fière de notre proposition de loi. Je ne sais pas où elle ira parce que malheureusement, aujourd'hui, le Parlement s'est arrêté, mais j'en suis très fière. Et Fabienne Sarah partage notre position. Mais merci Alexis Joly de me dire que Fabienne Sarah est quelqu'un de très bien. On aura peut-être l'occasion pendant la législative de ramener ce débat, notamment avec elle, puisqu'on fera certainement des émissions sur les différentes circonscriptions iséroises, puisqu'on parle de l'égalité homme-femme et plutôt de la place de la femme dans un milieu qui a depuis des siècles donné un peu la priorité aux hommes. Il y a une autre polémique ces derniers temps à Grenoble avec le port du voile dans les piscines ou sur les terrains de sport, notamment le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a fait il y a quelques jours dans la presse sur Europe 1 une sortie pour défendre ce qu'on appelle les hijabeuses, qui sont des femmes qui veulent jouer au foot avec le hijab, cette tenue couvrante. Comment vous positionnez, vous, sur ce débat ? Franchement, ça me choque. Vous savez, je l'ai toujours dit. On a eu dans ce pays des oppositions. Il y avait la droite, la gauche, des élections, les gens tranchent. Et puis après, le maire endosse le costume de maire. Il est le maire de tous les habitants qu'il représente. Éric Piolle est un militant. Il est resté un militant. Et son équipe municipale, ce sont des militants. Et ils défendent des causes qui sont des causes de militantistes primaires. Et franchement, qui peut me dire qu'une femme, qu'une jeune fille est fière de se voiler ? Qui peut me dire qu'on est à l'aise quand on va se baigner avec l'intégralité de ses habits? Moi, je vous le dis, je suis comme tout le monde. À un moment donné, soit je vais à la piscine, soit je peux aller à la plage. Quand je vois des gens qui se baignent habillés, ça me heurte. Ça heurte mon regard parce que je considère que ce n'est pas notre culture et parce que je considère qu'à un moment donné, il y a une soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Donc, je trouve que le positionnement d'Éric Piolle est scandaleux. Alors, il se cache derrière la loi. Mais enfin, quand la loi est là, il n'est pas là pour la voter non plus. Et puis, il n'est pas du tout clair dans ses propos. Et ce qui se passe au sein de la majorité municipale d'Échirolles est un vrai scandale, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de ligne directrice, ou en tout cas que la ligne directrice, elle ne va pas dans le sens j'allais dire, du rétablissement de l'égalité des femmes, et notamment de ces femmes qui sont soumises sous effectivement ces voiles ou ces différents apparats. Alors c'est Grenoble, vous disiez Échirolles, mais c'est la... Pardon, j'ai dit Échirolles. Oui, non, excusez-moi, je reste sur Grenoble, excusez-moi. La municipalité grenobloise qui devrait se positionner clairement, semble-t-il, dans les semaines qui viennent. Oui, j'attends de voir. Notamment l'autorisation ou pas pour le port du burkini dans les piscines. Mais je reviens sur cet aspect de militantisme parce que je trouve que c'est grave et que je l'ai dit souvent. Moi, je suis dauphinoise. J'ai grandi à côté de Grenoble, en l'occurrence dans le Trièves. J'allais à Grenoble, j'avais les yeux qui brillaient, quoi. Grenoble est ma ville, je m'y retrouve. Mais aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus parce que j'ai l'impression que c'est devenu un instrument politique aux mains d'un certain nombre d'élus, dont Éric Piolle est, alors qu'il paraît très sympathique à côté de ça. C'est pas ça l'enjeu, mais effectivement, on instrumentalise notre chef de département, et ça, c'est un scandale, et ça heurte, je le sais, tous les Dauphinois dont je suis.
Alors, l'inclusion est aussi au cœur d'une proposition de loi que vous avez portée dans le domaine de l'emploi. Inclusion dans l'emploi, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Là, vous ciblez non pas les femmes, mais plutôt les indépendants, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. Alors, j'ai porté plusieurs textes de loi. D'abord, j'ai été rapporteur d'un texte de loi sur les indépendants avec d'autres collègues, notamment pour pousser deux dispositifs. Un dispositif sur ce qu'on appelle l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants, qui est une espèce d'assurance chômage pour les indépendants, modeste assurance chômage pour les indépendants. Et puis, un enjeu lié à la formation des artisans. Ça, c'était le premier texte de loi. Après, j'ai porté un autre texte de loi sur les structures d'insertion par l'activité économique, les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, etc., qui permettent d'aider un certain nombre de demandeurs d'emploi. Et puis, j'ai aussi porté un sujet qui a fait un peu plus de débat, qui est le dialogue social aussi, des plateformes de mise en relation. Les plateformes de mise en relation, c'est en l'occurrence là, puisque ça ciblait un certain nombre de plateformes bien spécifiques, ce sont les plateformes qui fixent la tarification, qui sont soit les plateformes qui permettent des livraisons de repas, soit qui permettent effectivement le transport via les VTC ou via ce qu'on appelle l'ubérisation un peu. Alors, il y a Uber, il y a Deliveroo, il y a l'intégralité des dispositifs. Et je crois que si on veut rétablir entre les travailleurs indépendants et ces plateformes un rapport de force qui est déséquilibré, il n'y a rien de mieux que le dialogue social. Donc, c'est ce que j'ai prôné, là aussi, d'ailleurs, par ailleurs, aux côtés du gouvernement. Ça a été très clivant d'ailleurs dans l'hémicycle. La gauche était farouchement opposée à ce principe-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, j'ai passé une journée complète avec un livreur d'Uber, Vis ma vie d'Uber Eats. À Échirol. Oui, à Échirol. C'est super intéressant, franchement, parce qu'on apprend les mécanismes. Et ce que j'ai retenu de ce jeune, alors je ne dis pas que c'est l'intégralité des indépendants qui pensent ça, mais il m'a dit... c'était un jeune d'origine maghrébine, je pense, et il m'a dit j'ai qu'une difficulté, c'est que mon père n'est pas fier de moi. Parce que ça renvoie à ces métiers-là, pas forcément une image qui c'est pas valorisé, alors qu'il gagnait bien sa vie, et puis qu'il était indépendant, il avait son entreprise et il voulait la développer. Et moi, je trouve que c'est une fierté qu'il faut qu'on pousse, et en tout cas, moi, j'ai envie de la pousser, notamment pour les indépendants, y compris pour les auto-entrepreneurs, qui est quand même une invention du gouvernement sous l'égide de Nicolas Sarkozy, et d'Hervé Novelli, à qui je fais un petit salut parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en la matière. C'est un statut qui s'est énormément développé. Énormément. 3 millions aujourd'hui d'auto-entrepreneurs. C'est la plus grosse poussée en matière de développement économique. Voilà. Alors, avec une précarité aussi de retraite ou... Ah oui, alors oui, il y a alors ce qu'on propose avec Valérie Pécresse d'ailleurs. Tout l'accompagnement social qui va normalement avec un salarié classique. C'est que le problème des indépendants, c'est qu'il n'y a pas de code du travail de l'indépendant, il y a le code du travail du salarié. Et l'indépendant, c'est l'effet miroir inverse de ce qu'est le salarié. Et nous, on prône un code de l'actif, c'est-à-dire comment est-ce que l'indépendant, de l'actif indépendant, comment est-ce que l'indépendant peut se retrouver dans un code à lui qui lui permette d'avoir effectivement, de par ses cotisations, puisque c'est quand même ça le principe, un vrai système de filet social au cas où il y a un certain nombre de difficultés, y compris en matière de chômage. Et là, je dois le dire, le président Macron, enfin le candidat Macron, qui à un moment donné souhaitait une assurance chômage universelle, résultat des courses, 0. C'est pas ce qu'il a mis en place. Alors on va finir sur deux sujets plus locaux. Vous l'avez dit, vous avez été maire de Châteaubernard pendant 17 ans. Châteaubernard, c'est la commune de la station du col de l'Arzelier, sur les contreforts du Vercors, une station qui est à l'abandon, enfin en tout cas désarmée, on va dire, en termes de remontée mécanique depuis quelques années. Il y a une réflexion dans le territoire sur ce genre d'équipement touristique. Ce n'est pas la seule qui est menacée par le manque de neige dans les années à venir. C'en est où, par exemple, le projet de reconversion d'un site comme celui-là ? Je me permets de vous reprendre, ce n'est pas le manque de neige qui nous a poussé à fermer. Ce sont les contraintes techniques et du coup ce que ça a engendré financièrement. Les remontées mécaniques, notamment. Pas pour réhabiliter, mais pour faire fonctionner un téléporté, un télésiège. On n'aurait pas eu le même problème si on avait que des téléskis. Bon, la parenthèse refermée. Au-delà de ça, il y a une vraie réflexion qui est en cours et l'équipe municipale conduite par la maire en place, Lydia Palesi-Valier et l'intégralité de son équipe, dont je fais partie, mais il y a des vrais acteurs sur le sujet, travaille avec le département. Et travaille aussi avec l'école d'architecture de Grenoble pour effectivement conduire une vraie reconversion de ce site. Et on a plusieurs pistes qui se dessinent, notamment avec le département qui a un vrai assistant à maîtrise d'ouvrage, puisqu'on va financer un certain nombre de principes sans qu'à un moment donné, même la commune n'ait à financer. Et on met une expertise en la matière à disposition de la commune. Donc on se dessine un certain nombre de choses qui sont plutôt intéressantes et qui permettront effectivement, parce que le site est fréquenté, mais on parlait tout à l'heure des conflits d'usage.
paysage, il faut qu'on régule ces populations qui sont ici, qu'on les occupe, et c'est ce qu'on va faire effectivement au travers d'un certain nombre de dispositifs qui sont actuellement en train d'être mis en place. Les remontées mécaniques vont disparaître, quoi qu'il en soit? Les remontées mécaniques ne sont pas intégrées pour le moment dans une ouverture. C'est surtout le téléporté, le télésiège qui pose problème. Pour faire fonctionner un télésiège, d'abord, il y a effectivement un entretien à faire. On a la nécessité d'avoir un personnel en haut, un personnel en bas. On a la nécessité d'avoir pendant 12 mois, c'est-à-dire tout au long de l'année, un directeur des remontées mécaniques. Pour un petit budget tel que celui de la commune de Châteaubernard, c'était plus tenable, quoi. Sinon, on risquait de faire basculer le budget général de la commune en cours des comptes. Ça a déjà eu lieu dans les années 98-97 et l'idée, c'était quand même de préserver le budget de la commune. On l'a vu dans d'autres stations à Saint-Pierre-de-Chartreuse, notamment cet hiver, qui avait de la neige, mais qui n'a pas pu faire fonctionner ces télésièges par manque de personnel. Oui, bien sûr. Et voilà, l'avenir de ces stations, on aura l'occasion d'en rediscuter. Oui, c'est un avenir qui peut être différent et construit, avec une autre approche. Voilà, moi, je suis très optimiste. Alors, sur votre territoire, il y a aussi une autoroute, la 51, qui s'arrête à Monetier de Clermont. Il y a un gros projet de sécurisation de la suite de cette route, la RD 1075. Alors, ce n'est pas elle qu'on voit là sur ces images. Plus de 60 millions d'euros que le département veut investir pour sécuriser cette route qui part vers le sud du département. C'est ça, 56 millions d'euros, 30 km de voirie entre le col du Faux et le col de Luce. Moi, je suis très, très fière de ce projet qui était attendu depuis très longtemps. Quand on s'est présenté aux élections départementales en 2015 avec Fabien Mulic, on sait que ce territoire a été déchiré par la 51. Il y avait les pros à 51, les anti à 51, je passe à droite, je passe à gauche. Bon, bref, au final, chacun s'est déchiré. On n'a rien fait sur cette route départementale 1075. Depuis que Jean-Pierre Barbier est là, aidé de Bernard Pirazio, qui est vice-président en charge des routes, on a pris à bras-le-corps le sujet et on s'est dit comment sécuriser ces 30 km restants, puisqu'effectivement, c'est une route qui est très accidentogène. Et on a mis en place, d'abord, on a bâti un projet, on a mis en place une grande concertation. On est maintenant à la phase d'enquête publique qui vient de se terminer. On est en procédure contradictoire entre le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage, en l'occurrence le département. Et donc, on a déjà commencé un certain nombre de travaux et on va sécuriser ces 30 km de voirie. J'en suis très fière. Très fière. Dans le cadre de cette enquête publique que vous évoquez, il y a eu des réunions publiques. C'est normalement la règle qui ont été compliquées à tenir. Alors, il y a eu d'abord une concertation avec 3 réunions publiques, avec des temps de présence dans les mairies. Il y a eu une consultation des agriculteurs, des forestiers, bref, des consulaires. Et ensuite, on a lancé l'enquête publique. Et au cours de cette enquête publique, dans laquelle on a eu un certain nombre de réunions, le commissaire enquêteur, il y avait un président de commission d'enquête et puis 2 commissaires enquêteurs, ont eu des réunions dans les différentes collectivités. Et nous avons effectivement une demande de mettre en place une réunion publique. Ce que nous avons fait, le président de la commission d'enquête a souhaité le faire, a sollicité le préfet en la matière. Et dans ce cas-là, c'est le maître d'ouvrage qui organise. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous en avons fait une à Clair. Alors j'allais dire, nous en avons fait une qui a duré 10 minutes. Je crois que j'ai fait le meilleur discours de ma vie, c'est-à-dire que je ne l'ai pas ouvert pendant 10 minutes, puisque nous avions dans cette salle des gens qui tambourinaient aux portes, des gens qui enclenchaient des sirènes, une poignée de personnes qui ont bloqué le débat public et on ne peut que le regretter. Ce projet verra le jour dans les années à venir. Alors je vais vous dire, non seulement il verra le jour, mais partout où il y aura ce genre de personnes, je serai. Très bien. Merci Frédérique Puissat. Vous nous avez apporté une petite brique de lait. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main pour faire un petit clin d'œil aux agriculteurs de votre territoire qu'on a eu la chance de recevoir sur Télé Grenoble il y a quelques semaines dans le cadre d'une autre émission. Une brique de lait un peu particulière. Voilà, alors c'est une brique de lait dont on est très fier, mais on doit cette fierté à ces éleveurs du Sud-Isère. En l'occurrence, Stéphane Benoît, qui est présent sur cette brique de lait, qui est le président de l'association qui gère Plein les yeux, qui est un label qui a été déposé, qui est soutenu par la Chambre d'agriculture et par le département de l'Isère. J'invite tous les Isérois à acheter ce lait, qui est un lait local, qui est en vente dans les grandes moyennes surfaces, que je ne citerai pas pour pas qu'on ait quelques difficultés. C'est du lait pour lequel on escompte un prix pour les éleveurs qui soit plus important que celui qui est collecté par les grandes marques et pour lequel ils ont un prix qui est quand même assez dérisoire. C'est important pour soutenir effectivement notre agriculture et en l'occurrence pour soutenir l'agriculture des producteurs de lait. Un produit 100% isérois puisqu'il est mis en briques à Vienne. Voilà, regardez bien cette étiquette et n'hésitez pas à récupérer et à acheter ces briques de lait. Les agriculteurs isérois qui étaient aussi à l'honneur au Salon de l'agriculteur qui se tient en ce moment à Paris. Dernière mission, Frédérique Puissat,
poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Il s'agit de Stéphane Blanchon, qui est conseiller régional, qui a été élu sous l'étiquette du Rassemblement national, mais qui a rejoint depuis le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Il habite dans le nord du département. Il viendra nous parler du programme du candidat qu'il soutient. Je vous laisse regarder la caméra qui se trouve là et lui poser une question. Alors d'abord, je salue Stéphane Blanchon que je ne connais pas. Moi, je n'ai qu'une question. Comment le candidat Éric Zemmour, qui a quand même un discours extrêmement clivant, peut-il prétendre rassembler les Français? Quand on veut rassembler les Français, je crois qu'on n'a pas le discours qu'il a. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler les Français alors qu'on les a clivés, ne serait-ce qu'au premier tour? Merci Frédéric Puissat. Stéphane Blanchon vous répondra la semaine prochaine. Le QG politique, c'est toutes les semaines, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Vous pouvez revoir toutes ces émissions en replay sur le site telegrenable.net.